ce n'est pas par des méthodes économiques qu'on va dépasser l'économisme. Pourquoi? Parce que le libéralisme, il a compris un tas de choses. D'abord, le libéralisme, contrairement à la gauche, il a compris que l'homme n'est pas rationnel. Et il s'en fout. C'est-à-dire, au contraire. Donc, il ne parle pas à la tête. Il parle au ventre, au bas-ventre, au cul. Il parle à l'irrationnel, quoi. Il parle à tous ceux qui bougent comme ça, les pulsions, les passions les plus obscures. Et ils savent très bien que personne, ou presque, ne va voter avec sa tête. Donc ils comprennent ça, les capitalistes ils comprennent ça, ils savent que personne n'achète une bagnole pour aller du point A au point B, qui achète la bagnole pour avoir de la puissance, pour avoir la fille qui se couche sur la bagnole, pour avoir une plus grosse que son voisin. C'est-à-dire que les capitalistes ils ont compris ça, ils ont compris que les gens n'achètent, ne vendent et ne meurent que pour du flou. Au moment où les gens vont, par exemple, affronter leur mort, il y a une énorme différence entre avoir réussi sa vie et avoir de la réussite dans la vie. Et on nous éduque à avoir de la réussite dans la vie. On va de plus en plus vers la dissolution de l'individu et du sujet humain, et vers, on pourrait dire un pur avoir, mais à la fois, s'il n'y a personne pour avoir, c'est qu'il n'y a plus d'avoir, c'est qu'il y a des choses, vous voyez, une espèce de chosification, en fait, de l'humain. Ce sujet devient plus un objet, et il est utile pour la consommation, et il est utile en tant que producteur, et pas vraiment sujet de sa vie. Il y a une sorte d'envie d'abord maîtrise des corps, mais la vérité c'est que tout s'oriente à l'élimination des corps, à la virtualisation du monde. C'est infernal, on est dans un système où les êtres humains se dérobent à leur devoir d'humanité et nous imposent une manière morbide d'être au monde. Mais même les soi-disant riches, je crois que profondément, ils s'emmerdent. Mais ils s'emmerdent profondément. Ils ne vont pas acheter 3 voitures de plus, etc. Au bout d'un moment, mais quoi faire? Les gens sont de plus en plus en ville, coupés de la nature, etc. Et ça va continuer comme ça. Mais les gens ne sont pas bien. Les gens ne sont pas bien. D'une part, moi j'ai vu débarquer à partir des années 90 une souffrance au travail que je n'entendais pas avant, avec effectivement du harcèlement moral, du burn-out, donc tous ces gens qui sont pressurés. Alors soit ils n'ont pas de travail, soit ils sont pressurés parce que le système actuellement amène là. Quand il y a le besoin de sécurité qui est réveillé par le monde extérieur, qui est réveillé à l'intérieur, le manque, eh bien la réponse va venir d'elle-même de faire le maximum. Et c'est comme ça qu'on a le burn-out, qu'on a l'hyperactivité, voilà. Et puis ce stress. Il y a plein d'individus qui se rendent compte qu'ils vivent des vies absurdes, qui n'ont plus aucun sens. Et que donc, ils arrivent à mettre en discussion leur réussite, avec cette slogan, que c'était une blague de Coluche que j'aime toujours beaucoup, il disait « Quand on voit votre réussite, on a envie d'échouer ». Et ils courent après cette notion, comme disait Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe, mais aujourd'hui, cette notion de bonheur, elle est même perdue. Elle est perdue puisqu'elle est uniquement reliée à des possessions, alors qu'on sait très bien au fond de soi qu'on n'est pas heureux comme ça. C'est même plus l'avoir maintenant, le but de l'homme, c'est le paraître. C'est-à-dire, c'est faire semblant d'eux. On est en pleine schizophrénie parce que, d'un côté, on nous dit consommer, et de l'autre côté, on nous dit la planète, elle ne pourra pas supporter la situation. Dans la pratique, la société, la même qui te propose de construire de plus en plus de voitures tout en disant qu'il y a un CO2 qu'on ne peut plus supporter, elle te dit aussi qu'il faut être fraternel, mais qu'il faut être compétitif, que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il faut chercher d'avoir ton frère, pratiquement. On est dans un moment comme cela, on est dans un moment d'explosion des narcissismes d'un chacun, parce qu'on n'est plus fondé sur l'altérité, on est fondé sur « c'est moi, c'est à partir de moi que le monde naît ». Chaque être qui arrive crée son propre monde.
On est passé d'un monde où l'autre était prévalent et initialement présent à un monde où on est à partir de soi-même. Donc c'est là que je crois qu'on a plutôt le ressort de ce narcissisme exacerbé que l'on voit à l'œuvre, de plus en plus, effectivement. L'individuation, c'est le fait de devenir un individu unique en faisant la synthèse de toutes les influences qu'on a eues et en étant entièrement un. Et l'individuation suppose de reconnaître les interdépendances que l'on a, etc. Et notre société a développé l'individualisme en disant vous êtes unique, vous êtes un, mais en reniant les interdépendances pour casser le lien. Et à partir de ce moment-là, l'individualisme, oui, a détruit l'individuation pour développer l'ego. Je dirais que 250 ans après la Révolution française, on se retrouve aujourd'hui peut-être dans une période dans laquelle l'ensemble de la société est amené à prendre en considération qu'il est nécessaire de s'organiser à travers sa propre conscience individuelle. Et une des formes de cette conscience individuelle, même si c'est paradoxal, c'est peut-être ce qui émerge aujourd'hui et qui est une source de critique, d'irritation et puis de phénomènes, on va dire, de névrose collective qui fait que l'exaltation du moi, c'est-à-dire un narcissisme absolument débordant qui est véhiculé par les médias, par tout le système de consommation, pour moi est un signe d'évolution et non pas un signe de régression. D'évolution, il faut qu'il y ait une conscience du moi pour passer à la conscience du sujet et de la responsabilité individuelle. Ça va avec l'émergence du sujet qui est apparu, surtout essentiellement à partir de la Renaissance, et après au moment du siècle des Lumières. Voilà, le sujet est apparu, mais en même temps dans un sens d'individualisme. On dirait, pour faire la différence avec ce que Jung appelait l'individuation. C'est-à-dire l'individualisme, c'est-à-dire avec l'idée, la croyance que je suis un sujet autonome, séparé, qui tient droit dans mes bottes, et donc du coup, je suis libre, avec cette notion de liberté, je suis libre, d'aller dans le sens de mes envies, et puis un peu plus s'il faut, et encore un peu plus, et on a un système au total, global, qui repose là-dessus et qui pousse à ça. Tout, absolument tout, aujourd'hui, doit pouvoir se mesurer, se comptabiliser, se comparer et s'évaluer. Le sujet, au fond, n'est plus qu'une unité de valeur. Et le discours scientifique, technique et marchand ne nomme plus ni le monde, ni l'humain, il le chiffre de manière à couper le sujet de son énonciation. Si bien que compter s'avère suffisant, de sorte qu'un être humain n'est plus rien s'il n'est pas capable de faire valoir un chiffre qu'il situe dans une compétition quelconque. La figure en fait du sujet individuel qui s'émancipe, qui se singularise, qui se construit, voilà, c'est une figure qui aujourd'hui n'est tout simplement plus désirable. C'est plus désirable, cette figure-là. Voilà, ça c'est le loser. C'est le loser. C'est-à-dire, il a son intérieur, mais bon, il ne réussit pas. Je veux dire, ça ne se voit pas à l'extérieur. On n'en a rien à faire. Ce que je vois, c'est que c'est très difficile de trouver des gens qui vraiment désirent quoi que ce soit. En général, ce monde de désir sans limite est un monde dans lequel personne ne désire rien comme singularité. Et tout le monde est en train de vouloir ce qu'on lui dit qu'il faut vouloir, quoi, hein. Et au total, ça produit une sorte de pseudo-singularité, pour reprendre ce terme de pseudo, qui n'en est au fond, qui n'est plutôt qu'un modèle très grégaire. C'est plutôt du troupeau. C'est plutôt, d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que contrairement à ce qu'on dit, les gens revendiquent beaucoup leur singularité, mais leur singularité n'est souvent que la singularité du voisin qu'ils ont adopté, c'est-à-dire les mêmes marques, les mêmes outils, les mêmes appareils de télévision.
Le capitalisme est devenu une manifestation de l'humain. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'anthropomorphose du capital, c'est-à-dire que des modes de production séparés dans lesquels l'homme il rentre pour obtenir la survie économique, non, à répondre au chantage économique qui d'ailleurs est de plus en plus partout, il devient une conception du vivant et une conception de la vie, et donc aussi une définition du désir. Si nous ne pouvons pas changer les rapports des humains au monde, c'est-à-dire les rapports au bonheur, les rapports au désir, les rapports à pourquoi est-ce que je vis, etc., des rapports très intimes, existentiels, s'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, on est cuit. Parce que cette monstre comme ça qui constitue la société de l'individu dans laquelle chacun voit les autres comme des ressources à utiliser, etc., et qu'il ne voit pas pourquoi il serait limité, ce monstre-là va détruire la planète sans aucun problème, tout en disant c'est la faute à l'autre, il n'a que s'auto-limiter lui. Là où il y a le siècle précédent, on pouvait dire que malheureusement, comme le dit Victor Hugo, il y a des sujets qui existent sans vraiment vivre, j'ai l'impression que parfois aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sans exister. Si c'est pour, par des technologies alternatives, avoir la même attitude vis-à-vis de notre monde que celle que l'on a avec le nucléaire, j'en ai rien à foutre. Dans ce cas-là, je garde le nucléaire. Au moins, je suis tranquille, j'ai mon confort. Confort pas spirituel, mais un confort pragmatique. Le système capitaliste est en crise parce qu'il est organisé en réaction contre les lois de la nature. À chaque fois qu'on essaie de comprendre économiquement les problèmes du monde, on se trompe parce qu'on tombe dans le piège de que tout est économique. Et à vrai dire, la racine de l'économisme n'est pas économique, elle. C'est même pas l'économie qui a pris le pouvoir, c'est la finance qui a pris le pouvoir. Et la finance est dans un processus d'activation dans une croyance inconsciente des gens qui sont derrière, c'est inconscient parce que sinon ils ne le feraient pas, que la croissance est exponentielle. Alors que dans les lois de la nature, les systèmes de développement sont toujours des systèmes cycliques, avec des périodes, des creux et des vagues, des creux et des vagues. C'est avec des alternances, on va dire, de jour et de nuit, qui font partie des lois de la nature. Donc il ne peut pas y avoir un domaine d'exception qui serait, disons, la finance, l'argent ou l'économie, dans lequel il y aurait que les lois de la nature soient exclues. C'est-à-dire qu'on remplace le réel par des clichés réconfortants. On parlera sans scrupule d'un nucléaire propre ou d'une industrialisation verte. Ça ne pose plus aucun problème. Les signifiants sont déformés à souhait dans le sens qui correspond à l'éthique du néolibéralisme, qui n'est pas une éthique de l'intérêt général ni du bien commun. Pour résoudre un problème de réchauffement climatique, de pollution, de manque de pétrole, on trouve des solutions qui créent les problèmes encore plus grands. Et donc c'est l'ancien mode de fonctionnement. Le raisonnement est le même que celui du problème, et on ne fait que perpétuer le problème, l'agrandir, le prolonger et faire s'aggraver les choses. On se laisse aller, se laisse bercer ou berner par l'illusion de la recherche scientifique, de l'innovation technologique qui nous permettra de résoudre les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Le danger le plus grand, il est que justement on pense résoudre les problèmes sociaux par des moyens techniques. Alors que c'est le social qui est malade. La technologie, elle
elle l'accompagne, cette maladie, mais c'est le social qui est malade. Je pense que notre crise, elle n'est pas du tout économique, financière, etc., etc. C'est une crise anthropologique. Ce n'est pas une crise écologique non plus seulement, c'est une crise du destin de l'humanité. La croissance est une des croyances parmi d'autres. Mais il faut remonter en amont pour voir comment c'est advenu cette affaire-là. Comment la croyance s'est construite, comment on est passé de la religion à la science, de la science à l'économie, de l'économie aujourd'hui à une situation où tout le monde doit se conformer à un modèle totalement suicidaire, à mon avis, pour notre espèce. Je crois que la participation inconsciente, elle fait partie de cette manipulation que nous nous infligeons à nous-mêmes. C'est-à-dire que même quand je dis l'État, c'est les lobbies, c'est les puissants, d'accord, mais c'est nous aussi qui leur permettons d'être puissants. La proposition néolibérale d'infantilisation, c'est-à-dire de produire sans arrêt quelque chose qui viendrait satisfaire le sujet sur le modèle de la satisfaction simpliste, à la limite de la mère qui apporte de la nourriture à l'enfant, bon, a évidemment un effet d'infantilisation dont le sujet peut, à son insu, parfois même, profiter, effectivement. Il y a plein d'aspects de nos modes de fonctionnement qui sont vraiment foireux, en fait. Et le comprendre intellectuellement, en parler et comprendre la logique de ça ne suffit absolument pas. Et donc faire un travail avec un psychanalyste pour voir les déterminants familiaux, c'est une chose, mais aussi faire un travail plus historique, global, sociologique, pour voir comment on pense dans la pensée occidentale, comment on pense comme ça, et sur quoi c'est basé, quel est cet édifice sur lequel on repose dans notre pensée. Et je pense que c'est en ayant conscience de ça qu'on pourra choisir de le déconstruire ou pas, mais en tout cas, il faut passer par une prise de conscience de ces déterminismes-là, parce que sinon on ne peut pas être libre de choisir un autre mode de fonctionnement, tant qu'on n'a pas conscience de ce qui nous détermine. Nos psychés individuelles sont influencées forcément par l'esprit du temps dans lequel on a été élevé, éduqué, etc. Donc nos psychés, maintenant on découvre de plus en plus dans les travaux psychanalytiques comment il y a de la psyché groupale en nous. Donc il y a de la psyché collective qui nous influence. Mais en même temps, on est aussi effectivement acteur de cette société. Il y a une interactivité incessante entre le collectif, la façon dont il se propose au sujet et le sujet lui-même. Oui, on peut voir ça à l'œuvre. Le sujet n'est pas que malheureux, entre guillemets, parce qu'il se soumet à ces règles de fonctionnement néolibéral. Non, mais à moyen terme ou à court terme, il ne faut pas attendre d'office le long terme, il risque de se trouver démuni par rapport à ce qu'exige quand même la condition humaine. Oui. Nous sommes tous victimes et complices de ce qui nous arrive. Alors on peut prendre l'exemple de l'ouvrier qui travaille à la centrale nucléaire. Fessenheim n'est pas si loin d'ici. Et qui fera tout, avec d'ailleurs les organisations syndicales, pour conserver son emploi. Donc on assiste bien là effectivement à une percussion de logique entre d'une part un désir écologique diffus qui consiste à sauver la planète et la nécessité absolue de se nourrir qui nécessite à ce moment-là d'incorporer n'importe quel emploi. Ceux qui fabriquent des armes revendiquent de continuer à fabriquer des armes. Ceux qui travaillent dans le nucléaire, qu'ils prétendent de continuer
risquer de faire péter la planète pour continuer à avoir un salaire. Alors, moi, je comprends très bien que quelqu'un qui a des enfants veut qu'ils mangent. Mais on pourrait revendiquer ce droit sans le lier à la sacralisation de cette activité monstrueuse qu'est le travail salarié, surtout dans ces formes-là qui sont évidemment contradictoires. Paradoxalement, il y a plus de douleur à se voir soumis, mais il y a aussi plus de confort. Et ça, c'est une des grands étonnements de toute personne qui écoute les autres, c'est de la façon dont nous sommes attachés à un modèle réactif qui, même s'il est douloureux, est suffisamment confortable parce que connu et parce que nous apportons quand même quelque chose auquel nous tenons beaucoup et qui finalement contribue à nous enfermer dans un paradigme. L'école aujourd'hui de plus en plus amène à cette espèce de vision unidimensionnelle dans laquelle, à partir du moment où tu es mal évalué quelque part, c'est que cette chose n'a rien à voir avec toi. Et à partir du moment où ça ne va pas te donner un métier, tu dois l'oublier. Pour que les gens acceptent de se faire chier à travailler tous les jours, il faut les avoir éduqués, que leur fantasme d'embrasser la copine ou de faire une balade, de boire une bonne bière fraîche quand ils ont envie, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la nouvelle morale de la sacralisation du travail, c'est facile, tu entends plein de gens qui dorment, il faut produire plus, les Allemands ils font plus que ça, nous on fait moins. Toutes ces choses-là sont de l'ordre de la folie collective et de la pathologie. Aujourd'hui, l'école, le paradigme de l'école, ce n'est plus la transmission des savoirs, ça c'est caca, la transmission des savoirs, c'est la formation de compétences. Les individus sont amenés, et c'est véritablement ce qu'on observe chez les élèves, sont amenés à nier leurs affinités électives, nier leurs désirs, les mépriser. Moi, j'ai eu vraiment énormément d'élèves qui avaient un goût pour la philosophie, la littérature, et qui me disaient « Non, mais moi, je laisse tomber, je n'en ferai jamais, je n'en ferai pas parce que je ne vais pas gagner ma vie avec ça. » C'est-à-dire un enfant, il est potentiellement créatif, mais si on ne lui dit pas qu'il est créatif, on va en faire un consommateur. Si on le met en situation de faire ses études parce qu'il risque d'être un chômeur, on est dans un système de régression totale. On s'adapte totalement à un système qui est fondé sur le désir. Le capitalisme, c'est une proposition perpétuelle. La consommation, c'est une séduction permanente vers des satisfactions possibles. Mais critiquer ça, chose que je partage tout à fait, ne doit pas devenir pour moi une criminalisation du désir. Il faut simplement apprendre à distinguer, et c'est un travail à faire à chaque instant sur soi-même, et là, la partie individuelle, effectivement, est en jeu aussi, sur ce qu'est le vrai désir et sur que ça n'est un faux. Soyez vous-même, soyez entrepreneur de vous-même. C'est d'ailleurs de votre faute si ça ne marche pas. Si vous n'avez pas de travail, c'est un peu de votre faute quand même. Il faut bien reconnaître, etc. Enfin, tout le discours est tenu, paradoxalement, du côté de d'accord, vous êtes vous celui qui s'organise à partir de lui-même, mais alors vous en payez le prix, vous n'avez pas à vous plaindre d'eux. Enfin, il y a là un renversement qui laisse beaucoup de sujets en désarroi d'ailleurs, parce qu'il est vrai que vous avez une part de vous, mais il n'y a jamais qu'une part. Tout ce qui relève de l'évaluation, du jugement, de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que on n'est même plus évalué par les autres, maintenant on est censé s'auto-évaluer et se dire quand on est mauvais, est le propre d'un certain étage, on va dire, du système nerveux, qui est un étage verbalisé, psychique, cognitif, avec beaucoup de limbique, c'est-à-dire beaucoup de mémoire, et dans lesquels, plutôt que d'être en prise directe avec l'extérieur, on est en prise avec l'extérieur selon une représentation. L'évaluation est une véritable matrice de cette servitude qui, sous prétexte d'objectivité, cherche à faire de nous des êtres conformes à la norme en vigueur. L'évaluation est une dévaluation de l'humain.
tenons à la représentation plutôt que nous fier à toute la partie sensorielle et incarnée, plus nous restons dans un jugement, dans une évaluation, dans une comment dirais-je, surtout une dévalorisation d'ailleurs, puisque nous ne parvenons jamais à cet idéal. Et cet idéal est évidemment relayé par l'attente parentale, par l'école, par la société, qui nous, entre guillemets, veut, qui aimerait bien que nous correspondions à un modèle d'homme économique, de manière à ce que tout roule, quoi. Ce devenir ressources humaines, etc., c'est quelque chose qui, ou ce devenir ressources de la nature, ressources de l'animal et tout, c'est quelque chose qui attaque véritablement les fondements du vivant. Voilà. Et pas seulement au niveau biologique, mais aussi au niveau social. C'est-à-dire la vie sociale a de plus en plus de mal à se développer, la puissance sociale a de plus en plus de mal à se développer, etc., etc. Donc on voit bien que s'est passé une sorte de rupture entre le lien entre le collectif et l'individu, qui fait qu'aujourd'hui l'individu se croit surtout débarrassé de tout devoir à l'égard du collectif, ou de toute prise du collectif, qui du coup d'ailleurs l'amène à pouvoir investir narcissiquement son enfant, et en croyant même que c'est pour son bien de l'enfant qu'il faut qu'il fasse ça, alors que du coup il évite à l'enfant d'avoir à se référer au discours social et à la société qui l'entoure. Les 2% de croissance, je crois que ça fait 7 fois, en un siècle, ça fait 7 fois le PIB. Enfin, ça fait une augmentation de 7 sur la pression sur la planète. C'est complètement fou. Et 2%, c'est rien du tout. Le gouvernement rêverait d'avoir 2%, et voudrait absolument obtenir 2%. Ça ne nous semble pas beaucoup, mais donc ça fait 7 fois la pression en un siècle. C'est dingue. Et quand on pense qu'il y a des pays émergents qui sont à 10, 12... Ils ne peuvent pas faire autrement que de vouloir ce que nous on a. Ils veulent ça. Ils ne savent pas combien c'est 20, mais il faut qu'ils le vivent. Et qu'ils le vivent dans leur corps. Et la Chine, ce sera la même chose, l'Inde aussi. Il y a comme un temps un peu absurde d'existence entre le moment où il faut intégrer la limite parce qu'elle va fonder le désir, et puis le désir qui est lu dans une sorte de positivité dont l'objectif ne serait que d'arriver à tout obtenir. Voilà. Donc le désir a, si vous voulez, une biface. Là. Il est à la fois quelque chose qui se fonde sur une limite, et en même temps, il se donne l'impératif d'arriver à satisfaire ce qu'il souhaite, on peut le dire comme ça. Dans ce mouvement-là, si on oublie le premier, il est évidemment parti dans un désir hubrique. Non pas lubrique, mais hubrique, on pourrait dire comme ça. Et donc, il n'est pas étonnant que beaucoup de sujets ne veulent rien savoir de la limite qui habite leur désir. Non pas pour le limiter, mais parce que c'est ça qui le fonde. Un besoin vital de l'enfant, c'est qu'on lui mette des limites. J'ai reçu ici en consultation des enfants, j'ai vu sous mes yeux, des enfants qui devenaient donc à 4 ans des vrais petits tyrans, et j'ai vu sous mes yeux des parents incapables de lui mettre la moindre limite. Eh bien ça fait un enfant dans une grande insécurité. On peut donc très bien comprendre que tant qu'il ne va pas buter sur un réel qui va venir le mettre à mal, comme par exemple voir les banquises disparaître, voir l'oxygène se raréfier à cause de l'ozone, que sais-je encore, moi, toutes les choses qu'on nous prédit, tant qu'il n'a pas vécu le climat complètement perturbé, et encore, vous savez qu'il y a encore des gens qui croient que ça n'a rien à voir avec notre évolution, mais tant qu'il n'est pas vraiment le nez sur le mur, il continuera à penser ou à se dispenser de penser cette limite. Quand on est confronté à l'instant présent, c'est comme une présence dans l'infini. Je sais pas, je fais référence à la méditation parce que quand on médite, on est confronté à tout de suite maintenant. On ne sait pas pour combien de temps on va méditer, on ne se pose pas d'objectif et du coup, on n'atteint pas quelque chose. L'idée, c'est au contraire de ne pas avoir quelque chose à atteindre
et d'être juste là. Et ça, c'est une ouverture vers l'infini. Et l'infini, quelque part, ça fait peur. Donc c'est peut-être cette peur-là qui nous pousse à aller toujours chercher quelque chose à consommer, quelque chose à faire, quelque chose à... Parce qu'on a peur d'être confronté à cet état-là, qui pourtant est extraordinaire en fait. Mais il faut l'avoir expérimenté pour ne plus en avoir peur. Il y a des gens qui sont extrêmement troublés entre guillemets, dans une crise, dans une situation, par exemple, où ils perdent leur travail. Ils peuvent avoir au départ un moment de dépression, et puis tout d'un coup, ils se retrouvent comme au milieu d'un champ. Il n'y a plus rien, mais en même temps, je suis libre. Je peux aller dans toutes les directions. Et je m'aperçois que pendant peut-être 20-30 ans de ma vie, j'ai été juste entre deux lignes, à la queue leu-leu des uns et des autres. Et là, j'ai l'univers qui m'est donné et je me sens perdue. Et en même temps, à l'intérieur, je peux avoir une joie indicible où je me dis, ça y est, je suis avec tout mon possible. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir un futur qui est déjà dévoilé. C'est infernal. La liberté d'être dans le temps, d'être autre chose que ce que je suis aujourd'hui, on me l'enlève, cette liberté. On me dit, demain, je consomme... C'est infernal à la radio, je deviens fou. On nous dit, oui, demain, on consommera ça, demain, on fera ça. Je crois que ce qui évite beaucoup le monde actuel, peut-être pourquoi on court autant, parce qu'on ne veut rien savoir de la mort. On ne veut rien savoir. Et moi, je suis frappée de ce qu'on essaye toujours de gagner, pour dire on n'est pas limité, on peut avoir ça et encore ça, et on essaye de repousser toujours la limite. Ça veut dire qu'on refuse de se voir limité, on refuse la mort, de la regarder en face, on l'élimine de nos vies. Et c'est ça qui fait une fuite en avant qui est mortifère en fait. Chacun est conscient de sa mort, mais chacun va mettre en place des mécanismes qui parfois sont terriblement nocifs, notamment quand on essaye de prouver qu'on est encore jeune, parce que justement on a peur de vieillir et on a peur de sa finitude. Je pense que je voyais, si en effet on pouvait accepter quelque chose qui est assez inacceptable de ne plus être, hein, parce qu'au fond, on a beau nous raconter qu'il y a peut-être des choses après, mais pour l'instant, personne n'est revenu nous le prouver. Si on pouvait arriver en tout cas à intégrer cette idée que tout a une fin, je pense qu'en effet, on serait moins dans une course effrénée qui quelque part, n'est là que pour calmer une angoisse. Nier la mort empêche de vivre vraiment, parce qu'en fait, on est dans une fuite. On a un souci avec l'éphémère. C'est dommage qu'on ait un souci avec l'éphémère, parce que c'est beau l'éphémère. Ça nous renvoie à l'instant présent. Et l'instant présent, vu qu'on est dans une société où on est toujours dans les regrets du passé, dans les angoisses du futur, il faudrait apprendre un petit peu à vivre dans le présent, parce que c'est dans le présent que se passent les belles choses. Imaginez une relation amoureuse, vous êtes avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est qui est important? Ce qui est important, c'est ce que tu es en train de partager au quotidien, tous les jours, dans ce que tu vis. Après, tu peux dire à l'autre, dans 15 ans, je serai encore avec toi. Ça s'appelle un mensonge, ça s'appelle vouloir calmer son angoisse, parce que moi, dans 15 ans, je ne sais pas ce que je serai, la vie m'aura fait évoluer, peut-être elle aussi. Je crois que la seule réponse qu'on peut avoir face à la mort, c'est de se dire, justement, vivons l'instant présent et voilà tout, puisque à ce moment présent, je vis. Dans les chroniques de Boranossi, qui sont ce qui se passe dans les hôpitaux, ça laisse souvent aux personnes le temps de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de la vie et de nous exprimer certaines choses par rapport à des regrets qu'ils peuvent avoir, notamment quand ils se sont fait baiser par le manuel, qu'ils estiment qu'ils ont trop travaillé, qu'ils ont trop fait ce qu'on leur avait dit, et qui regrettent d'être passés à côté de certains aspects de leur vie. A posteriori, c'est un peu tard, mais nous en expriment le regret, et c'est dommage que ça ne serve pas de leçon à ceux qui pensent que la vie va encore durer quelque temps.
on est très peu conscient de pourquoi on a tel désir, pourquoi on n'a plus de désir pour quelqu'un, pourquoi tout d'un coup on va avoir du désir pour quelqu'un qu'on croise comme ça. C'est des choses qui sont tout à fait irrationnelles. Donc forcément, ça fait peur. On sait très bien que l'être humain aime bien tout contrôler, aime bien répéter les choses, et c'est d'ailleurs un des dangers de la sexualité, puisqu'on va préférer répéter quelque chose qu'on maîtrise bien, plutôt que d'aller à la découverte de sa sexualité ou de la sexualité de son partenaire. Donc, très schématiquement, nous avons un cerveau archaïque qui est appelé reptilien par les anatomistes et qui est commun à tous les mammifères, mais commun aussi aux reptiles, qui est le cerveau de la survie. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui assure la vie de la structure, essentiellement la vie de la structure, et de façon non consciente. Le cerveau reptilien, qui est le premier cerveau qui a émergé chez les mammifères quand les espèces vivantes sont sorties de l'eau pour entrer dans l'air, que ce cerveau reptilien, nous, en tant qu'êtres humains, nous en sommes toujours dépositaires, et ce cerveau organise 3 instincts fondamentaux qui sont génétiquement programmés, c'est-à-dire la faim, la sexualité et la défense du territoire. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est de voir que la défense du territoire, c'est déjà quelque chose qui est en rapport avec l'autre, avec ce qui est le collectif. Et c'est Laborite qui a mis en évidence que ces actes étaient des actes pour fuir, lutter ou se replier de manière à assurer la survie. Et on voit dans la vie sauvage ces mêmes comportements d'évitement, d'agressivité ou de soumission qui permettent la vie de la structure. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a un deuxième cerveau qui est un cerveau qu'on appelle limbique, c'est-à-dire le cerveau de la mémoire, dans lequel nous avons tous les apprentissages qui sont acquis et qui fonctionnent sur un modèle de mémoire. Donc là, nous avons plus accès à cette information qui se manifeste beaucoup plus par image, par référence, avec une notion du passé, alors que le cerveau reptilien, c'est l'immédiateté. Au niveau du limbique, on a un passé, et donc s'il y a un passé, c'est qu'il y a un avenir. Et le troisième cerveau, qui est le néocortex, lui, il a la charge d'organiser cet ensemble d'informations et de nous préparer à l'action. Et donc, c'est le cerveau qui est un cerveau verbalisé, avec tout un système de représentation, alors que le cerveau reptilien n'a pas de représentation, c'est tac-tac, c'est-à-dire que ça arrive, pouf, je réponds. Au niveau cognitif, limbique puis cognitif, on a accès à la représentation, mais la représentation, ce n'est pas la réalité, c'est la représentation que nous en avons. Et donc, il y a 3 cerveaux, mais vraiment 2 langages très différents, l'un qui est l'immédiateté, qui est un cerveau rapide, et l'autre qui est un cerveau de représentation, qui est un cerveau lent, qui est verbalisé, et qui, lui, est le cerveau de la compréhension, le cerveau de l'anticipation, mais aussi le cerveau qui peut dramatiser, qui peut ajouter, et dans laquelle nous avons tout un discours qui, quand on regarde bien, est le discours à propos de ce que vit le système reptilien. C'est en ça qu'il y a sans arrêt des connexions entre les 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est à l'origine de tout ce qui va créer des rapports de force, mais inconsciemment, j'ai besoin de ce rapport de force pour me sentir vivant. En 1996, c'est récent,
À Parme, en Italie, l'équipe du professeur Rizzolatti, du professeur Gallese, etc., découvre les neurones miroirs qui confirment, qui, sur le plan neuroscientifique, permettent de visualiser le processus décrit par René Girard et observé par Andrew Meltzoff à Seattle. À savoir que si je prends ce verre d'eau et que je le porte à mes lèvres et que je le bois, on enregistre mon PET scan et on voit s'allumer dans mon cerveau un certain nombre de zones qui traduisent l'activité de mon bras, de ma bouche, de ma déglutition, etc. Mais vous qui me regardez, si on enregistre votre PET scan, on voit dans votre cerveau les mêmes zones s'allumer de la même façon. Ce qui signifie que votre cerveau, de manière laïque et obligatoire, se dispose à faire la même chose que moi. Mais non seulement ça, ça explique l'empathie, c'est-à-dire que non seulement votre cerveau se dispose à faire la même chose, mais votre cerveau comprend pourquoi. Votre cerveau se dit, mais il a soif. Et aussitôt, il se dit, mais après tout, moi aussi. Et donc, vous avez attrapé mon désir de boire et vous allez demander un verre d'eau. Preuve supplémentaire, si devant vous, un bras de levier mécanique d'un robot venait se saisir de ce verre et le promener, votre cerveau ne bouge pas. En d'autres termes, les neurones miroirs sont miroirs seulement les uns des autres. Nos cerveaux sont en Wi-Fi et sont en communication les uns avec les autres et pas avec simplement le mouvement. Nous sommes agis les uns par les autres. Le désir est mimétique. Nous devons accepter humblement que notre désir est copié sur le désir d'un autre. Nous devons l'accepter en gardant cet autre comme modèle, c'est-à-dire, vous avez un professeur, il vous apprend, vos parents d'abord, ils vous apprennent à parler. Vous les imitez, vous dites papa, maman, et vous répétez jusqu'à ce que vous sachiez parler français. Si vous étiez au Japon, vous parleriez japonais. Et petit à petit, vous imitez les désirs de ceux qui sont autour de vous. Lorsque la main de votre mère se tend vers un cendrier, l'enfant immédiatement veut prendre le même objet. S'il a un petit frère et que son petit frère a un ballon, il veut lui chipper le ballon, et ainsi de suite. Il faut que nous arrivions à la sagesse, c'est-à-dire à comprendre, 1, que notre désir est copié sur le désir de l'autre, mais 2, à garder cet autre comme modèle et à ne pas le prendre pour rival, c'est-à-dire à ne pas vouloir le priver de son objet, ni nous l'approprier indûment. La gauche court après une adaptation au monde contemporain qui est complètement dominée par l'économisme, par la croissance, etc. Et on sait très bien que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Tout le monde le sait, même eux. Mais ils n'osent pas le dire. Dans nos pays, les politiciens suivent la masse. Quand la masse change, les politiciens changent aussi. La gauche n'a plus le courage de dire non, écoutez, peut-être vous ne serez pas individuellement plus heureux, mais vous comprenez quand même que vous n'avez pas qu'à être heureux comme un cochon dans une porcherie. Vous avez aussi à être responsable de la vie, de la joie, de la transmission. Disons qu'avec des gauches comme celles qu'on a, on n'a plus besoin de droite. Je veux dire, moi je pense que là, on est dans des dynamiques sociales. Et le spectacle, en ça, est presque, comment dire, c'est presque... En Italie, d'ailleurs, moi j'appelle ça plutôt que la commedia dell'arte, c'est l'art de la comédie. C'est un leurre que de considérer que parce que la personne est plus aisée, plus riche, plus je sais pas quoi, elle n'obéit pas intérieurement au même mécanisme intrinsèque. Ça, c'est un leurre total. C'est une illusion
Et en même temps, force est de constater que cette illusion est utilisée dans ce principe de tant que j'ai un ennemi, je combats, et tant que je combats, je suis vivant. Et pour des personnes, le fait de combattre, et donc il faut bien trouver un terrain de bataille, tant que je combats, je suis plus vivant que si je m'arrête de combattre. Nous créons les mots, tous nos mots sont créés en fonction d'une pensée, je ne vais pas dire perverse, mais quand même plus violente. Et donc nous avons peine à évoluer, puisque notre bagage de pensée, les cadres qui sont dans nos têtes, les 15 mots, sont tous des mots violents. Comment est-il possible de commencer à penser plus paisible, plus pacifique, plus généreux, quand on a dans la tête uniquement des mots comme combattre, lutter, etc. Comment peut-on donner en combattant? Le système est vraiment quelque chose qui s'est autonomisé par rapport aux humains. C'est-à-dire que le système se réalimente tout seul. Alors les humains lui servent. Certains lui servent en tant que chefs d'entreprise et jouissent du système. Ils vont le défendre. Ils vont même être des salopards, des canailles. D'autres, ils vont subir le système. Ils vont mourir sur les côtes de l'Espagne. Très bien. Mais personne dirige le système. Le problème actuel, c'est de comprendre que vraiment, il y a une autonomisation de la combinatoire comme ça du pouvoir qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'échanger, d'être calife à la place du calife. S'il y a des gens qui en politique ne fonctionnent pas bien parce qu'ils cherchent le pouvoir, ils cherchent l'argent de manière maladive, etc., on va vouloir changer ça, on va les remplacer, on va faire la même chose qu'eux. Parce que le pouvoir, le fait d'avoir du pouvoir et de l'argent fait qu'on veut plus de pouvoir et plus d'argent, et donc on est dans un système malade directement. Mais ce qu'il y a surtout là derrière, c'est pas tellement que si on les change, on va les remplacer, c'est que quand on désigne ça chez eux, c'est bien parce qu'on vit la même chose soi-même. Et donc, ils sont à notre image, ils sont caricaturaux, mais ils sont à notre image. Donc si on n'aime pas ça chez eux, il est grand temps de changer chez soi. Il n'y a pas de gentils et de méchants qu'on va s'opposer. Ce système-là est très très complexe, personne n'y échappe, et il faut chercher les tangentes, les fissures, les possibilités de créer du nouveau dedans, n'est-ce pas? Au-delà de toute vision un peu manichéenne, les gentils, les méchants. Je pense que si des gens, dans certaines relations, peuvent avoir une forme de reconnaissance, peuvent recevoir de l'affection en suffisance, peuvent comprendre qu'ils sont assez avec ce qu'ils sont déjà, cette course au pouvoir, à l'argent diminue très vite. Mais pour atteindre ça, il faut être dans des bonnes conditions, et souvent, c'est quand on fait un travail sur soi qu'on atteint ça. C'est un saut de conscience qu'il faut faire. Et ce saut de conscience, c'est passer à quelque chose qui n'est plus dans je suis contre, parce qu'à ce moment-là, c'est qu'une réaction dans le même endroit, dans le même système. C'est plutôt comment conjuguer les choses. Nous avons besoin des choses au niveau individu, au niveau sujet, pour pouvoir vivre et vivre relativement bien. Mais tous les êtres ont besoin de ça. Donc ça nous oblige à penser le pluriel, la diversité au niveau humain. Et puis penser aussi le pluriel avec l'environnement non humain, parce que nous sommes interdépendants. Voilà. Et c'est ce saut de conscience qu'il faut faire, et c'est plus être dans le contre, c'est comment tenir les choses ensemble. J'ai vu des gens en stage qui, adultes, 40 ans, voire plus, me dire « j'ai découvert un truc de fou, c'est que tout le monde ne voyait pas la même chose que moi ». Si nous n'arrivons pas à reprendre l'enjeu de l'école, c'est une catastrophe pour la démocratie. Parce que c'est là qu'on apprend à tenir compte de l'autre. Si la maternelle était uniquement destinée à apprendre à vivre ensemble, donc de faire en sorte que par des jeux, par du théâtre, par des
des représentations de contes, enfin, des activités extrêmement justement ludiques, mais éducatives en même temps, l'enfant apprendrait à être en interrelation avec les autres en prenant en considération que les actes qu'il peut émettre a des conséquences sur les autres. C'est-à-dire, j'accepte que l'autre me donne ce qu'il a à me donner, j'accepte que j'imite ce que veut l'autre, ce que fait l'autre, ou ce que désire l'autre, mais en même temps, je ne le prends pas pour rival. Quand on n'est pas assez tolérant sur la sexualité des autres, c'est obligatoirement parce qu'on a soi-même encore beaucoup de fantasmes ou de zones d'ombre qui sont refoulées, mais qu'on n'osera jamais, enfin jamais, il ne faut jamais dire jamais avec la sexualité, mais en tout cas qu'on n'ose pas aventurer. Je crois qu'on est un être humain qui est fabriqué pour vivre en relation. Il n'y a qu'à voir le petit enfant, il est tout de suite tourné vers les relations, tout de suite il s'ouvre. Donc le processus d'individuation, il est essentiel, mais en vue de la relation. Tout ce qui est important de développer actuellement, c'est la relation. Comment, bien sûr, il s'agit pas de renoncer à l'affirmation de soi. Hein. Le sujet, il a commencé à apparaître, il doit continuer à apparaître. Affirmation de soi, mais sans arrêt, avec la notion que nous sommes reliés et que nous avons besoin de l'autre pour nous reconnaître. Et inversement, que l'autre a besoin de moi pour être reconnu. Et que c'est ces deux choses que nous avons à tenir ensemble. On a vraiment intérêt à bien connaître les choses qui fonctionnent mal chez nous, nos peurs, nos lâchetés ou nos défauts, je dirais en général. Parce qu'une fois qu'on les connaît, au début, on va très mal les accepter, on va peut-être les dénier, on ne va pas vouloir regarder ça en face. D'ailleurs, il y a la projection qui consiste à dire que l'autre a le défaut qu'on a parce qu'on ne veut pas le regarder chez soi et on ne le supporte pas chez l'autre. Et on ne le supporte pas chez l'autre parce qu'on l'a soi-même, justement. Mais c'est un moyen de savoir quel défaut on a, c'est de voir ce qu'on ne supporte pas chez les autres. Si on ne renforce pas l'enfant dans sa singularité, dans ce qu'il a de spécifique et d'original dans les premières années de la vie, on va avoir des futurs citoyens qui vont être dépendants et qui vont rentrer dans un processus justement de conditionnement et non pas un processus de libération. Et je crois vraiment ça c'est quelque chose de fondamental de pouvoir se relier à cet enfant en nous. Mais c'est un travail assez dur. C'est comme si on a des couches et des couches à traverser pour retrouver de nouveau cette naïveté, cette ingénuité, cet être qui osait peut-être encore et puis après ça a été cassé. Vous avez des gens, par exemple, qui connaissent un état. C'est pas qu'ils y soient bien, mais ils vont faire de la résistance au changement parce que c'est moins angoissant que la peur de l'inconnu, que d'aller reprendre des risques dans la vie, que de rebasculer. Et la drogue de l'habitude est terrifiante. Les gens qui ont des boulots qu'ils n'aiment pas et qui habitent avec des gens qui leur tapent dessus, ils ont besoin de cours après à 6 heures, ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Alors ils font des tas de trucs à droite à gauche, de ressourcement, de spa, de trucs, de fitness et tout ça. Et en fait, oui, ça comment on pourrait dire, ça replâtre, ça met des pansements sur les bobos. J'avais envie de dire, dans le développement personnel, on conçoit la personne comme un individu coupé des autres. Alors que si on va vraiment sur la notion de personne, on va sur la notion d'interdépendance et que finalement je suis la résultante de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc je suis automatiquement
dans le développement personnel lié avec le politique et avec le social. Moi, je suis une inconditionnelle de l'amour. Mais il ne faut pas se leurrer, quoi. L'amour, c'est quelque chose d'assez utopique. Alors, ça fait du bien, ça nous donne l'impression que l'autre va colmater toutes nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos brèches. Mais au bout d'un certain temps, on se retrouve quand même face à nos blessures et c'est à nous de les comprendre et de les résoudre. Aimer, c'est pas combler un manque. Je peux pas demander à la personne que j'aime de combler les manques que j'ai et tout. Il faudrait le considérer comme partager le trop-plein de vie que j'ai. Et nous, notre société, dans la course dans laquelle elle est, c'est pour combler des manques. Et comme le manque, ça se comble jamais. Une fois que tu l'as comblé par l'achat d'un objet, n'importe quoi, tu vas chercher l'objet suivant. Le premier, tu le mets au grenier, tu le jettes et tu passes. Il faudrait qu'on repasse sur du trop plein de choses sympas à partager. Vous avez des personnes âgées qui ont relativement vécu la vie qu'ils avaient envie de vivre et qui sont finalement assez sages, assez sereins. Et les personnes qui n'ont pas pu vivre ce qu'ils avaient envie de vivre, mais même sur leur visage, ça se voit, ils ont des mauvaises rides, ils sont aigris et tout les dérange parce que tout les renvoie à leur frustration et à ce qu'ils n'ont pas pu vivre et ce qu'ils ne pourront plus vivre. Et ça, c'est terrible. Je crois que ça doit en effet être terrible d'approcher de la mort avec le sentiment qu'on est passé à côté de sa vie, quoi. C'est à nous de créer notre humanité, mais à partir de l'être humain que nous sommes, et non pas à partir d'un idéal d'humanité. Voilà, pour moi, c'est tout à fait juste, et je me méfie considérablement des idéaux imposés par le haut. Tant qu'on s'accroche à vouloir s'opposer à ce avec quoi on n'est pas d'accord, on le maintient là où il est. De toute façon, le système va se détruire de lui-même, il va s'écrouler. Donc arrêtons de lui donner de l'énergie en se battant, parce que plus on se bat, plus on lui donne d'arguments pour pouvoir, puisqu'on veut le détruire. Alors que là, laissons-le simplement se décomposer. C'est ça que je verrais. Donc moi, j'irais plutôt vers des gens qui ont des alternatives et de voir comment on peut les entretenir, on peut leur permettre de se développer, de devenir autonomes sur beaucoup de points. Je crois qu'il faut créer cette myriade des presses alternatives, écoles alternatives, vraiment recréer un espace alternatif des liens. Les gens qui sont en situation de précarité par rapport à la crise commencent à inventer d'autres systèmes de collaboration et de partenariat parce que la crise oblige justement à la fois à trouver des moyens de survivre, mais que la survie n'est plus en rapport avec la lutte contre un ennemi ou contre un patron ou contre un système, mais l'énergie, elle va se trouver alimentée par rapport à une coopération qui va faire que tout le monde va s'en sortir et non pas chacun pour soi, chacun pour soi. Le déni est une catastrophe au niveau psychique. D'ailleurs, parce que le déni vous permet de postposer la vérité à laquelle vous êtes confronté, mais ne vous empêche pas de devoir quand même un jour en mourir. Hein. Bon. Donc il faut arrêter le déni. Ça me semble une première chose tout à fait simple. Et le déni nous concerne tous et tout le monde. Hein. Je pense qu'il est présent. Et une deuxième chose que je vois au niveau du collectif, en tout cas pour moi, c'est qu'il faut d'urgence rétablir la différence des places et la légitimité de la différence de place. Pas du tout sur le modèle d'hier. Il ne s'agit pas de remettre la place du maître, du chef, de l'instituteur, du directeur, de remettre tout ça dans une valorisation telle qu'elle avait hier. C'est-à-dire qu'au fond, à partir du moment où on avait ces oripeaux-là, on pouvait presque se permettre n'importe quoi. On n'en est plus du tout là. Je pense qu'il y a vraiment... Mais entre cette sorte de méfiance systématique à l'égard de quiconque occupe une place différente, qui est aujourd'hui à origine d'une méfiance généralisée qui est très toxique pour la vie collective, je pense qu'il faut rétablir la légitimité sous condition de la différence des places.
C'est-à-dire qu'il y a une légitimité à être un responsable d'équipe qui essaie le mieux possible de coordonner son équipe. Il a un droit à une autorité légitime. Il a le droit d'être contesté. Il a le droit qu'on discute ses décisions, mais pas au moment même, dans un après-coup d'accès. Vous voyez, il y a des règles à penser pour de créer une nouvelle légitimité à cette place différente des autres, qui est nécessaire parce que c'est la seule place qui assume vraiment la conflictualité structurante et inhérente, inéluctable, entre le collectif et l'individu. On a un instinct animal en nous, on est des mammifères, mais on l'oublie. Alors comment est-ce que c'est individuel, mais en même temps c'est l'espèce tout entière qui est... Bon, les gens prennent des cours pour marcher, pour respirer, pour dormir, pour manger. Il leur faut des bouquins pour faire tout. Il y a un truc quand même bizarre. Alors que si on lâche, ça revient peu à peu sur des fonctions naturelles. Et c'est un peu ça, cette mission. C'est au niveau individuel, mais aussi c'est toute l'espèce. C'est la race entière qui a perdu son fonctionnement naturel. Alors comment est-ce qu'il va revenir? Voilà. Et l'image du corps, justement, comment on a été coupé du corps, les gens s'aiment pas, ils se regardent, ils trouvent qu'ils sont laids, que ça va pas, c'est toujours trop maigre ou trop gros ou trop ci ou trop ça. Et en fait, les cultures traditionnelles, s'il y en a encore, ils n'ont pas ce sens, ils ne se regardent pas dans un miroir. Plus j'avance, plus je comprends qu'il ne faut rien faire comprendre aux autres. Il faut se changer soi. Et quand on se change soi, on voit les autres qui commencent à changer autour de soi. Moi, je m'inscris un peu en faux face au manichéisme qui te demande de choisir ou l'individu ou le collectif. Moi, je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre et que le vrai changement demande que l'individu pense le nous et que le nous se réfère toujours au jeu. Je crois vraiment à l'être humain. Et même s'il est complètement cagoulé, menotté, muselé psychiquement, à un moment ou à un autre, il peut se réveiller, même avec une puissance de vie fantastique. La vérité de l'être, elle est toujours une énigme, elle sera toujours une énigme. Mais justement, il faut la garder comme mystère essentiel. Et ce que fait la technique et la science, c'est la tentative de nous dévoiler l'énigme. Et donc la raison nous conduit à n'être plus que ce qu'on appelle dans ce vocabulaire phénoménologique des étangs. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas plus que ce que nous sommes maintenant. Alors qu'en fait, nous sommes dans l'éternité du monde. Nous sommes au début du monde et à la fin du monde. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'apprendre à aimer. Voilà, ça c'est vraiment le plus. Et du coup, je vois que maintenant j'aime mieux mes enfants. Je leur dis pas encore beaucoup, c'est ce qu'ils me disent, c'est vrai. Et je vois que j'aime mieux mon mari et on a appris à se re-aimer. Ce qui me rend heureux, c'est quand je peux complètement détendre l'énergie qui est en moi. C'est-à-dire quand j'ai résolu un problème technique, quand je peux, par rapport à ce que j'attendais, ce qui est en moi et ce qui a pris forme, c'est-à-dire quand mon désir a pris forme et qu'il peut aller jusqu'au bout de sa réalisation et qu'à ce moment-là, on arrive à un équilibre. C'est à ce moment-là que je suis heureux. C'est d'essayer de trouver une solution à ce schmilblick. Je trouve que c'est un peu comme une enquête policière. Il faut trouver la clé du mystère. Et ça, c'est stimulant. Et puis, et découvrir qu'en fait, à chaque étape qu'on croit difficile, il y a toute une richesse de sensations, de pensées qui est insoupçonnée. Voilà. Ce qui me rend heureux, c'est ce qui fait vie. C'est-à-dire quand je vois quelque chose ou que j'éprouve quelque chose de très vivant, à ce moment-là, ça me rend heureuse. Ça peut me faire passer par de la tristesse, par de la souffrance, parce que la vie aussi, c'est souffrance. Mais si cette souffrance est traversée, au total, finalement, il y a quelque chose d'heureux. Ce qui me rend heureux, c'est d'être sur une chaloupe, sur une rivière,
qui s'est constitué avec des ruisseaux d'une montagne. Je me vois en Amérique latine, là, comme ça. Et puis d'être sur cette chaloupe et puis de suivre le cours de mon fleuve, en sachant que par moments je me suis mis dans les roseaux, je me suis complètement foutu dans les buissons, et il a fallu que je me sorte de ces broussailles dans lesquelles ma chaloupe a été obligée d'arriver, puis qu'à d'autres moments, je suis arrivé sur un rapide et il a fallu que, jusqu'à maintenant, je n'ai pas chaviré puisque je suis encore là en train d'en parler, mais pour le rapide, il a fallu vraiment que je négocie très 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 dur pour ne pas me casser la gueule. Voilà, ce qui me réjouit, c'est d'être sur cette chaloupe et de continuer ma vie comme ça jusqu'à l'océan. Voilà. Moi, je me souviens 1000 fois en tôle, d'avoir été heureux parce que j'ai aidé un camarade, parce que j'ai compris un truc que m'expliquait un ingénieur de physique nucléaire qui était à côté. Donc, le bonheur est quelque chose qui arrive, ça va. Moi, là maintenant, à cette époque de la vie dans laquelle, ça y est, on peut regarder en arrière et dire, bon, quand même, je sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui me rend le plus heureux, c'est vraiment de ne pas m'être piégé dans être ma propre finalité. Je ne me suis pas piégé dans Miguel. C'est-à-dire que, bien entendu, 1000 fois, j'étais archi-con et donc je me suis piégé dans je suis Miguel. Mais heureusement, 1001, j'ai parié plutôt pour la singularité qui me traversait au risque de Miguel. Et ça me rend heureux. Ça me rend heureux de savoir qu'est-ce que j'étudie encore à mon âge. J'étudie 20 heures par semaine parce que je ne vis pas sur les acquis. Cette passion qui me traverse et qui n'a pas comme objectif, moi, Miguel, pouvoir être dans cette vie comme ça, qui me déborde de tous les côtés, bah, ça me rend heureux. Quand on accepte les choses, même les plus dures, et qu'on sait que ça passera, il y a une petite phrase qui dit quand on voit dans la pénombre un serpent et qu'on commence à avoir peur, paniquer, etc., le matin, on voit que ce n'était qu'une corde. Tous nos problèmes qui nous arrivent et qui sont énormes, etc., si on sait à l'avance que ce sont des cordes, on traverse. Et je travaille là-dessus pour essayer de traverser quand j'ai l'impression que je vais tomber dans un gouffre. Je travaille sur mes émotions. Et très vite, je remonte et alors je retrouve sérénité, une forme parfois d'euphorie même. Et je sais que de moi-même, je peux atteindre ça. Et j'ai plein de cadeaux en plus de la vie qui m'arrivent et je nourris tout ça. Je nourris beaucoup de... Tout ce qui est bon dans ma vie, j'essaie de le nourrir pour donner, pour recevoir. Tout ce qui est positif, je le nourris. Et ce qui me rend heureux, c'est peut-être de croire, à tort peut-être, d'arriver à pouvoir en dire quelque chose à partir de ma petite expérience clinique dans mon cabinet et de ce que les enseignements que j'ai eus m'ont permis de pouvoir m'approprier pour pouvoir le dire aux autres. Voilà, c'est tout. Servir me rend heureuse. Quand j'ai le sentiment, aujourd'hui, cette personne, je l'ai aidée, j'ai pu mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel chez elle, ça lui a ouvert un horizon, moi je suis heureuse. J'ai l'impression d'avoir vécu une bonne journée. Ouais. Pour moi, une forme de source de bonheur, c'est d'être toujours différent, de m'enrichir, d'être curieux et d'être, de progresser par rapport à ça, d'être différent et de continuer à avancer en étant différent. C'est quand on est capable de sortir d'une routine en fait installée dans laquelle beaucoup de choses sont subies. On est capable de retourner une situation difficile ou de retourner quelque chose d'a priori négatif en une force de création, en une force de changement, en une pratique nouvelle qui marche, qui prend de l'ampleur, qui du coup fait un petit peu émulsion, c'est-à-dire que beaucoup de gens se joignent à l'expérience et en participent. Voilà, ça c'est véritablement des choses qui pour moi transforment complètement le lieu de travail et en font un lieu de joie, quoi. Cet été, je me suis cassée après une chute de cheval. J'ai quand même été heureuse, quoi. Je me suis mis en méditation et puis
Voilà, chaque jour je voyais que ça allait mieux. Enfin, je pense que je vis vraiment chaque instant, j'essaie vraiment de vivre chaque instant avec conscience. Et je crois que quand on est en pleine conscience, on peut vraiment être heureux, quoi. Ce qui me rend heureux, je crois que ce sont mes sens, mon rapport avec les objets qui m'entourent, et en particulier avec la nature, et avec les êtres qui peuplent ce monde. C'est l'affectivité, la sensualité, l'émotion que je partage avec les êtres humains, et aussi avec d'autres, avec les chevaux qui m'ont fait mal, parce que j'ai l'épaule cassée, mais et avec d'autres êtres qui peuplent ce monde. J'ai toujours fait sourire mes enfants en leur disant que j'étais une fan, dès qu'ils étaient petits, de les voir à l'œuvre comme une alchimiste, voilà, qui voit l'œuvre se déployer, et de voir l'émergence de leurs pensées et la façon dont ils donnent forme à des pensées qui sont évolutives me remplit de bonheur. Et ça n'a rien d'intellectuel. Curieusement, c'est quand je vous dis ça, il y a quelque chose d'extrêmement sensuel à l'émergence de la pensée, que ce soit celle voilà, des gens que je fréquente, que j'aime ou j'aime moins, enfin peu importe, la mienne, et ça me remplit de bonheur. Donc je crois beaucoup en l'homme et dans sa capacité, mais un homme entier. Kujenai,